Finalement, c'est non. Le Sénégal dit non et refuse très clairement désormais toute restructuration de sa dette. Ousmane Sonko l'a martelé le jeudi 8 janvier dernier lors d'un point de presse donné à l'occasion de la visite à Dakar de son homologue mauritanien El Mokhtar Ould. Ousmane Sonko répondait à la correspondante de Radio France Internationale. Ousmane Sonko a commencé par rappeler qu'une des leçons de ces derniers mois, c'est que plus personne ne remet en cause l'existence de la dette cachée, longtemps remise en cause par l'ex-président Macky Sall et ses soutiens. On écoute. Monsieur Ousmane Sonko, de plus en plus d'économistes sénégalais parlent de la nécessité de restructurer la dette publique du Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes toujours contre? Merci. Pour la question liée à la restructuration, je vous rappelle que nous savons tous la situation dont nous avons hérité, qui au début avait fait l'objet de toutes sortes de contestations et de remises en question. Aujourd'hui, au moins, il n'y a plus de débat sur la réalité de cette dette cachée par l'ancien régime, ce qui est d'une particulière gravité et toutes les conséquences de droit vont en être tirées. Parce qu'on ne peut pas compromettre comme ça l'avenir et même le présent d'un État et d'un peuple pour des considérations strictement politiciennes, j'allais dire électoralistes. Et il faut que la sanction soit assez ferme pour que plus jamais aucune autorité publique n'ose se comporter ainsi. Mais une situation qu'il faut gérer à partir du moment où le constat a été fait, établi et validé par tout le monde. Par le Sénégal, nos institutions autorisées, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, le gouvernement, le président de la République, mais également par tous nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Ça ne fait plus l'objet de débat. Quand un pays se retrouve avec une dette de 119%, un pays de surcroît pauvre, un déficit de presque 13%, c'est une situation particulière. J'allais dire presque catastrophique, car aucun homme politique ne voudrait hériter d'un pays dans cette situation. Une situation catastrophique qui devrait amener le Sénégal à se soumettre sans disque taillé aux conditions du FMI pour une restructuration de sa dette? Non. Pour Ousmane Sonko. Nous ne sommes pas dans le fatalisme. Nous considérons que c'est le peuple sénégalais qui doit faire face à cette situation, qui doit se lever comme un seul homme et qui doit comprendre qu'il y a des sacrifices à faire pour rattraper la situation, la dépasser et mettre ce pays sur les rails définitivement. Et avant tout autre partenaire, c'est au peuple sénégalais de le faire. C'est pourquoi nous avons travaillé à des solutions. Nous avons travaillé à élaborer un plan de redressement économique et social, qui est un plan qui va effectivement demander un certain nombre d'efforts et de sacrifices au peuple sénégalais. Nous avons aussi lancé un vaste programme de rattrapage budgétaire, de rationalisation, aussi bien des recettes que des dépenses budgétaires. Et l'arbitrage qui a été fait pour le budget 2026 est assez illustratif des efforts qui ont été consentis sur la dépense publique, le fonctionnement particulièrement, mais également sur des choix rationnels. Et les discussions avec nos partenaires ont tourné autour de ça. Nous avons considéré que, certes, il y a des difficultés, mais tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que, de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, au plus, sans aucun programme. C'est vrai que nous nous acheminons vers une échéance assez difficile, avec de grosses souches de cette dette. Mais jusqu'à présent, et sans aucun apport, nous avons réussi à refinancer cette dette, et principalement sur le marché régional. Nous considérons que nos projections, aussi bien de croissance que de recettes, sont raisonnables.
Et sur cela, il n'y a pas de débat. C'est validé par tous nos partenaires, y compris le fonds. Le principal problème, c'est le financement. Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement, qui, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de plus additionnels au budget, et ça va aller crescendo à partir de 2027, pourrait nous permettre de combler une bonne partie de ce gap. Et nous nous sommes mis à envisager pas mal de solutions avec d'autres partenaires qui nous donnent à penser que nous pouvons y parvenir. Ousmane Sonko ne s'est pas privé d'adresser quelques reproches au Fonds monétaire international qui a, selon lui, sa part de responsabilité dans la situation sénégalaise. Et quand les États sont dans ces situations et qu'ils parviennent par eux-mêmes et par leurs efforts à tenir le coup, à faire des efforts substantiels pour continuer à tourner, c'est là où on attend le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque ou un prêteur en premier ressort. En principe, c'est un dévoiement des missions du Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je vais vous citer par exemple l'Égypte. Et le fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko, c'est une position de Monsieur le Président de la République du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, par son Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et tous ceux qui ont une compétence en la matière. Et nous continuons à rester sur cette position, rien n'a changé entre-temps. Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position. Voilà, c'est Ousmane Sonko dans le texte. Alors j'ai à mes côtés Abdou Cissé, actuaire et financier, très investi dans l'économie des industries de l'assurance et de la finance, à travers de nombreuses tribunes très riches qu'il a publiées. Alors Abdou, là c'est clair et net, l'État sénégalais refuse la restructuration de sa dette et Ousmane Sonko a tenu à dire que c'est la position du président Bassirou Diomaye Faye, du ministre de l'économie sénégalaise, bref, de tout l'exécutif. Que faut-il en penser ? Merci d'abord pour l'invitation. Et c'est vrai que nous avons bien écouté de façon religieuse ce que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a dit. Mais je pense que quand un gouvernement s'engage dans une voie, et qu'en termes de gouvernement, on peut parler du Premier ministre, on parle du ministre des Finances, et on parle aussi du Président de la République, tous d'accord pour pouvoir prendre une direction qui consiste à dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas au fait de restructurer la dette. Ce que toute l'Afrique devrait faire, c'est les accompagner sur ce chemin. C'est la meilleure des solutions. Par contre, moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que quand tu vois les Africains, très souvent, d'un pays à l'autre, quand il y a un match de football, ils sont tous d'accord. Ils sont tous derrière leur équipe. Mais voilà un vrai match qu'on a avec le FMI, que peut-être vous avez évoqué en disant que c'est un bras de fer. Moi, je ne voudrais pas l'appeler bras de fer. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu le représentant du FMI la dernière fois parler du Sénégal, mais je trouve qu'il est en conformité avec le Premier ministre et le gouvernement. Mais il y a la langue de bois administrative et... C'est vrai, mais en tout cas, tout ce qu'il a dit, c'est en conformité avec ce que le gouvernement dit. Donc, je considère que ça ne doit pas être un bras de fer. M. Sonko demande au FMI de reconnaître sa responsabilité. Mais moi, je pense que si le FMI le fait, déjà, on peut restructurer. Parce que c'est dans ce cadre-là que la restructuration ne va rien nous coûter. C'est ça qu'il faut voir. L'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire éviter un coût élevé, éviter de retomber en fait dans l'anémie économique que l'on a connue avec les ajustements structurels. C'est ça. Et je pense que sur ce point-là, je pense que le gouvernement a raison de tenir le cap. Maintenant, moi, ce que je leur souhaite, vraiment, c'est de trouver les moyens de continuer à fonctionner. Parce que comme M. Sonko l'a dit, pour lui, le problème n'est pas
le fonctionnement, parce qu'on se débrouille pour payer la dette et on fonctionne. Pour lui, le vrai problème, c'est l'investissement. Là, il pose un vrai problème. Il dit l'investissement. C'est vrai, on ne peut pas continuer à fonctionner sans investir dans des branches qui sont quand même des branches vitales. Et je pense que sur ce point d'investissement, on va y arriver tout à l'heure. Alors, justement, dans ses propos, Ousmane Sonko laisse transparaître une conviction, celle que le Sénégal est brimé par le FMI, vu que l'Égypte, qu'il donne en exemple, a eu un traitement meilleur. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un problème, une sorte de désir de mettre le Sénégal sur le droit chemin? Alors, la question est pertinente, mais quand on voit l'ancien représentant de la Banque mondiale au Sénégal... Je vais en parler là. Lui, je pense qu'il a martelé pour dire que, allez, prenons l'exemple de tous ces pays qui étaient presque surendettés, ils ne sont pas dans le même cas que le Sénégal. Et donc, régler le problème du Sénégal pour le FMI et la Banque mondiale, c'était beaucoup plus crucial, beaucoup plus urgent que ce qu'on a fait pour l'Égypte, etc. Et on parle aussi de l'Argentine ces dernières semaines, ces derniers mois, qui a été inondée d'argent du FMI, parce que on peut penser que Milei est le copain de Trump. Et donc, d'une certaine manière, ces institutions, on revient dessus, elles sont politiques. Mais on l'a évoqué la dernière fois. Peut-être que je ne l'avais pas reconnu à 100%, mais je pense que là, tu as parfaitement raison, les institutions sont politiques. Alors, justement, alors que ce que j'appelle un bras de fer s'ouvre, on peut regretter que cette question sénégalaise ne fasse pas la une des médias africains, des médias internationaux, de la chronique internationale. Ce n'est pas un gros sujet qui peut conduire à des mobilisations des intellectuels, des peuples. Et c'est un peu ce que pense John McIntyre, qui était directeur régional des opérations pour la Banque mondiale dans plusieurs pays, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert de 2000 à 2004. C'est un insider, ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un universitaire gauchiste, c'est quelqu'un qui a été dans le rôle où sont ceux qui décident aujourd'hui. Alors Abdou, je vais te demander la permission de citer largement des extraits de sa tribune, parue sur sa newsletter Substack. Voilà, c'est-à-dire que cette tribune, elle est extrêmement importante. Le titre interpelle: que doivent le FMI et la Banque mondiale au Sénégal? Donc il y a un retournement de la charge de la preuve, on peut dire. Ce n'est pas que doit le Sénégal au FMI et à la Banque mondiale, mais que doivent le FMI et la Banque mondiale au Sénégal. Alors toute la tribune de John McIntyre est intéressante, mais surtout parce qu'il raconte comment les choses se passent à l'intérieur des institutions de Bretton Woods, la mainmise du ministère français de l'économie sur les 22 membres du Club de Paris, ou même le rôle néfaste du CFA, parce qu'on parle très peu du Club de Paris, alors que c'est un instrument diplomatique et économique d'influence. Alors le plus intéressant dans ce contexte, ce sont les indices qu'il apporte quant à sa certitude que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne pouvaient pas ignorer que quelque chose ne tournait pas rond quant à la dette du Sénégal à la fin du second mandat de Macky Sall. Selon John McIntyre, en 2023, il n'y avait aucune raison honnête justifiant que la Banque mondiale fournisse un soutien budgétaire de près de 4,5% des recettes publiques du Sénégal avant le plus grand engagement du fonds dans l'histoire de ce pays, à moins que l'intention n'ait été de combler un déficit de financement que la banque et le fonds n'avouaient pas encore à leurs actionnaires. Les fonctionnaires de la banque et du fonds n'avouaient pas encore à l'ensemble des actionnaires. En gros, les institutions de Bretton Woods étaient manifestement complices du grand maquillage de Macky, si on peut dire. Et tout ça, selon John McIntyre, était un soutien déguisé à ce régime de Macky Sall qui, à cette époque, essayait un forcing pour un troisième mandat. Alors, j'en parle, Abdou, de tout cela pour revenir à une de mes obsessions. Si les fonctionnaires du FMI et de la Banque mondiale ont été plus ou moins complices de la mise en place de la dette cachée, certaines choses s'expliquent. Exactement. Pour une fois, nous n'allons pas dire qu'un économiste africain a dit ou un universitaire s'est exprimé, c'est quelqu'un de terrain. Un directeur des opérations de la Banque mondiale dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest en même temps. Qui comprend les problèmes et qui dit exactement, soyons sérieux, qui dit exactement ce que j'ai dit ici, en disant aujourd'hui le FMI, la Banque mondiale et même la France nous doivent de l'argent. Parce que justement, en fait, on a une dette, certes, ce qui est intéressant dans cette tribune de John McIntyre, c'est qu'il documente ce qu'on peut appeler la France-Afrique financière et monétaire, puisqu'il nous explique les
moyens par lesquels finalement Paris contrôle un certain nombre de bailleurs institutionnels. Paris contrôle d'une certaine manière dans son précaré le FMI. Il évoque les manières par lesquelles les représentants résidents et les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du FMI et de la banque passent d'abord par Bercy, pour expliquer les choses avant d'aller à Washington. Enfin, c'est très intéressant, mais ce qui est le plus actuel, c'est que quelqu'un qui était dans ce rôle vous dit, en fait, mes successeurs ont participé d'une certaine manière à maquiller la dette sénégalaise. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui doit nous réjouir aujourd'hui, Africains, de comprendre que, certes, voilà pourquoi tout à l'heure je ne voulais pas parler de bras de fer. Je dis, voilà, on a une situation dans laquelle il est nécessaire qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute et qu'on trouve des solutions. Tu en parleras tout à l'heure parce qu'en introduction, tu as parlé des problématiques de consensus de Washington, etc. On est toujours dans la même moule où vraiment, depuis des années et des années, on empêche l'Afrique de se développer. L'image du Sénégal est patente, mais le gros problème, tu l'as dit tout à l'heure, que ça n'a pas fait la une des médias, etc. Mais c'est le soutien même de l'UEMOA qu'on ne voit pas. Parce que les problèmes qu'on a au Sénégal relèvent de quoi exactement? Ça relève du fait que le Sénégal a décidé à un moment donné de certifier ses comptes publics, de ne plus les valider, de les certifier. Et je disais ici, peut-être il y a 4 mois, que si on passe au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, et qu'on fasse les mêmes certifications, on va découvrir des choses. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça qui explique l'hostilité de la bureaucratie de ces institutions de Bretton Woods au pouvoir sénégalais, qui peut-être sans s'en rendre compte, a mis le doigt sur quelque chose qui peut également établir leurs pratiques et des pratiques coupables? Dans la vie, quand on a été gouverneur, parce qu'en fait, le FMI et la Banque mondiale ont été plutôt nos gouverneurs depuis 50 ou 60 ans. Ils ont été gouverneurs dans des pays. Quand on s'est rendu compte qu'on a fait faire des ajustements structurels et que ce n'était pas bien, quand on s'est rendu compte que, franchement, on n'a pas participé, parce qu'il y a des représentants du FMI qui l'ont dit, qui n'ont pas activement participé au développement de l'Afrique. John McIntyre, par exemple, il dit que le franc CFA, en tant qu'ancien directeur d'opération de la Banque mondiale, il dit que le franc CFA, c'est n'importe quoi et que ça bloque le développement. Mais voilà, et donc c'est pas Ndongo Sambasila. C'est pas Ndongo Sambasila, c'est pas Abdou, ce n'est pas un universitaire qui est contre le franc CFA, etc. Non, c'est quelqu'un qui a été de la Banque mondiale, qui fait le tour du monde, qui va dans les pays, qui regarde comment la monnaie circule et qui dit qu'aujourd'hui, le modèle CFA ne va pas nous développer. C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il faut retenir de John, M. John, c'est que le modèle CFA tel qu'il est, on ne va pas se développer avec. Bon, nous, depuis 2022, on y avait réfléchi pour dire, mais comment on peut démonter le modèle? On a fait une étude. Ça, on va y venir tout à l'heure. Je pourrais en parler tout à l'heure pour montrer que... Non, mais allons-y, puisque mais comme on va revenir à la question de la dette sénégalaise, mais puisqu'on est dans le courant... Tu as parfaitement raison. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris des données de 2022 d'un pays comme le Sénégal. Là, je ne peux pas trop les publier parce qu'on est en train d'actualiser les données sur 2024-2025. Et ces données-là, on s'est dit, bon, comme Sonko l'a dit, il y a des problèmes pour fonctionner, il y a des problèmes pour investir. Mais en fait, on regarde dans les structures, les infrastructures sur lesquelles le pays doit investir. Et là, on a fait le tri. On prend route, électricité, voie ferroviaire, réseau eau, école, protection sociale, particulièrement la santé, armée, tout ça. Ça, on dit, voilà les investissements qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire pour arriver au niveau du pays européen le plus pauvre. Prenons la Bulgarie. Et donc, on est allé prendre les données macroéconomiques de la Bulgarie et on s'est dit, maintenant, si on veut atteindre là où se trouve la Bulgarie et qu'on continue dans le modèle du CFA d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut comme argent et combien de temps? Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est extraordinaire. On a découvert qu'en moyenne, il nous faudra pendant 30 ans, donc les 30 prochaines années, entre 2022 et 30 ans, il nous faudra consacrer 93% du PIB que nous fabriquons chaque année pour pouvoir avoir ce qu'il nous faut en route, en électricité, en eau, en école. Tu vois, 93% du PIB. C'est pas possible. On ne peut pas consacrer... Donc, il faudra plus que 30 ans. Et ça, c'est le modèle CFA. Il faudra 100 ans. Mais c'est ça. Donc, nous, financièrement et donc statistiquement, nous avons pu démontrer que le modèle CFA, si on le garde tel qu'il est, un modèle qui est tel que pour pouvoir
créer du CFA, il faut emprunter ou aller exporter. Et comme la probabilité pour qu'on exporte tend vers zéro, et que donc nous allons pendant 30 ans continuer à emprunter pour pouvoir avoir du CFA. Ce n'est pas possible. Donc le modèle CFA tel qu'il est, si on le continue, il nous faut 30 ans avec 93% du PIB investi dans le pays pour pouvoir avoir des structures. Donc il faut sortir du modèle CFA. C'est-à-dire qu'il faudrait un modèle qui imite d'une certaine manière celui par lequel les Européens et les Occidentaux ont créé leur infrastructure. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la dette qu'ils ont fondé le développement de leurs infrastructures. Mais c'est sur quoi? Intéressant, Théo. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, aucun pays ne s'est développé en s'endettant. Surtout en s'endettant en monnaie étrangère. Ça, c'est un. De deux, les grandes nations n'ont pas construit leur structure dans l'endettement. Ils ont tous construit leur structure dans un modèle dans lequel leur banque centrale a participé. Le cas de la France, c'est le circuit du Trésor. Le circuit du Trésor, ce n'est pas de la création monétaire en tant que telle. Hein, parce que moi, je pense qu'il faut qu'on puisse parler le bon langage, surtout aux économistes africains, qui très souvent voient dans la création monétaire le fait de créer un billet. Mais entre 2008 et 2025, toute la création monétaire qui a été faite, on n'a pas fabriqué de billets. Le quantitative easing, il n'y a pas eu de fabrication de billets, mais on a fabriqué de l'argent, mais sans fabriquer des billets. Et donc, on a fait de la création monétaire, mais nous, la création monétaire qu'on demande, elle peut être positive. Pourquoi? Parce qu'on va créer de la monnaie, on va faire de la création monétaire, cette création monétaire va créer des structures, et ces structures vont créer de l'argent pour rembourser. Donc, je ne vois pas quel est le problème. Alors, le problème, ce qu'on pourrait te dire, c'est que finalement, comme l'Afrique est pauvre technologiquement, voilà, c'est-à-dire elle n'est pour l'instant pas capable de produire en interne ce qu'il faut pour ses infrastructures, voilà, et donc elle importe des technologies étrangères dont libellées dans les monnaies comme le dollar et l'euro. Comment elle fait pour créer de la monnaie et construire des TER, construire des autoroutes, alors que tout cela vient de l'étranger? Mais bonne question. Maintenant, il faut voir pourquoi l'Afrique ne peut pas produire. Il faut qu'on se pose d'abord la question, aujourd'hui, pourquoi il est impossible de produire en Afrique? Et ça, c'est une création. On peut produire du cacao, du café, mais la preuve, de l'arachide, mais pas des TER et pas des ponts. Mais voilà, donc ce qu'il faut juste dire, c'est que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a une balance excédentaire, on ne va pas se poser la question comment faire pour produire, parce qu'il y a des produits que la Côte d'Ivoire peut sortir et que le monde entier va acheter. Le café, le cacao, etc. Maintenant, nous, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas d'appareil de production? On en parle ici très souvent, mais c'est bien d'y revenir. Mais c'est parce que quand dans les années 80, on a entamé les ajustements structurels, mais on a cassé notre appareil de production. C'était cassé. Parce que, prenons le Sénégal, on avait Sotiba, on avait la Sonacor qui faisait des tissus qu'on utilisait dans le pays, c'est-à-dire qu'on consommait nos tissus locaux. La Sotiba était une grande société de tissus, de coton. On avait la Sotiba, on avait les lessières, mais on avait beaucoup d'entreprises. Je n'arriverai pas à les nommer parce qu'on ne peut pas les compter. On avait beaucoup d'entreprises, mais quand l'ajustement structurel est venu, non seulement on a empêché aux États d'investir, donc de faire de la dépense publique, mais en plus de ça, on a renvoyé des fonctionnaires, on leur a demandé d'aller se débrouiller. Donc, on a créé l'informel. De toute façon, on va revenir dessus, mais je voudrais qu'on revienne sur la dette du Sénégal, l'actualité économique du Sénégal. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Sénégal a un plan B, un plan alternatif, au cas où le FMI joue la montre pour le faire craquer? Actuellement, le FMI joue la montre. Hein. Il n'y a pas au cas où, aujourd'hui, le FMI joue la montre. Et là, moi, ce dont j'ai vraiment peur, c'est que le gouvernement craque. Parce que aussi, il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, on a remarqué que le Sénégal n'emprunte que dans la zone monétaire. D'accord? Maintenant, la capacité d'emprunt du Sénégal dans la zone, elle est correcte, mais le problème, c'est est-ce que la zone peut supporter l'ensemble des besoins du Sénégal? Donc, c'est une question qu'on va se poser. Mais en se posant cette question, on se dit... D'autant plus que les banquiers de la zone peuvent également paniquer si le FMI envoie des messages... Ça peut créer un petit cercle infernal de je dépends d'eux, tu dépends d'eux, alors que l'autre dépend de moi, ça tourne, ça fait un cycle, ça peut poser un problème. Mais donc, on ne veut pas que le gouvernement craque. Donc, nous souhaitons que le Sénégal ait un plan B. Mais le Premier ministre l'a dit, qu'il est en train de réfléchir, de regarder d'autres partenaires pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais
la question de la question, Théo, c'est qu'il faut que le FMI revienne carrément sur... Il est évident que le FMI reviendra peut-être mi-2026 ou en 2027 si le Sénégal n'a pas craqué. Non, 2027, c'est trop tard. Il ne faut pas laisser un pays comme le Sénégal qui a certifié ses comptes publics dans ces conditions. Je pense que moi, je pense qu'il est bon quand même que l'Afrique entière accompagne ce gouvernement parce que c'est un combat africain, hein. Ce n'est pas un combat du Sénégal. Ce que Sonko est en train de faire, ça va bénéficier en Côte d'Ivoire. Si ça marche, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout le monde va en bénéficier. Parce que tout le monde est dans une situation de dette qui empêche les pays d'investir. Donc tout le monde doit être derrière ce combat-là. Mais ça, c'est les États. Mais derrière les États, il y a je ne dirais pas des mafias, mais des organisations particulières, des compromissions, quelque chose que finalement, cette question, la dette cachée, a dévoilé. Peut-être que c'est ce qui n'est pas pardonné à cet exécutif sénégalais. Tu as tellement raison que tu peux te poser la question de savoir, quand le Premier ministre du Sénégal dit ouvertement que le Sénégal a décidé de ne pas restructurer, comment tu peux comprendre que des économistes sénégalais, des économistes ou des financiers, en tout cas des Sénégalais, se mettent dans les médias du Sénégal, Théo, ils se mettent dans les médias du Sénégal et ils essaient de dire que le Sénégal n'a pas d'autre solution que de restructurer. C'est pas bon, on ne peut pas avoir la même équipe et qu'il y en a qui tirent dans nos buts, c'est pas possible. Moi, je pense que quand quelqu'un a l'idée que le chemin du Sénégal n'est pas le bon chemin et qu'il est intellectuel, mais il écrit une note et il dit au gouvernement, voilà, moi je pense que voilà le chemin que vous avez pris. Je pense que si vous aviez pris tel autre chemin, ça pourrait apporter d'autres solutions. Mais par exemple, tu ne peux pas être financier ou économiste, tu sors dans un média, toi seul, tu n'as pas fait d'études approfondies avec d'autres intellectuels pour réfléchir sur un sujet, et tu sors, tu dis, oui, le Sénégal avait décidé de faire un presse, moi je dis que le presse c'est pas bon, je propose 30 choses avec un part. Il dit ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de lutte des classes quelque part? Parce oui, que mais des fois tu te demandes... Les intellectuels dont tu parles, ils ne vont pas souffrir de la restructuration. Mais oui. Parce que l'ajustement structurel, l'histoire nous a montré que les ajustements structurels et ce type de restructuration ne touchent pas toute la population de la même manière. Exact. Il y a des parties de la population qui sont protégées, les hauts fonctionnaires, parce que quand il y a des baisses de salaire, par exemple, il y a une augmentation des primes des hauts fonctionnaires. Il y a les cadres du secteur privé, les hauts cadres du secteur privé qui n'en souffrent pas tellement, certaines professions qui ont des connexions avec le monde étranger, des ressources qui viennent d'extranger. Et on peut même se poser la question ne souffrent pas tellement de ces formes de... Mais non seulement ils ne souffrent pas, mais des fois on se pose même la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des forces extérieures qui les poussent à dire ce qu'ils disent. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'était même pas né quand on a fait les ajustements structurels. Aujourd'hui, tu n'as même pas 50 ans, tu fais tes études à toi et tu viens dire qu'un gouvernement, tout ce que fait le gouvernement, c'est pas bon. Peut-être qu'il faudrait un colloque unifié. Mais voilà, il faut qu'on fasse l'économie africaine. Il faut qu'on regroupe l'ensemble des Africains qui pensent qu'ils ont une bonne idée sur la bonne marche de l'Afrique, on se regroupe et on écrit quelque chose de tangible. C'est mieux que de voir des monétaristes qui te disent « Ah, si vous faites ça, vous aurez l'inflation. » Demain, vous avez les économistes du développement qui vous disent « N'ayez pas peur de faire ça. » Après-demain, tout le monde parle chaque économiste donne son avis. On n'a pas d'avis africain. Le combat, il est là. Alors, merci beaucoup, Abdou, d'avoir abordé ce sujet, ce bras de fer entre le Sénégal et le FMI pour déchiffrer les cours, les missions décrypter l'Afrique. Ici, nous essayons de parler autant que faire se peut de cette problématique parce que nous pensons que c'est une problématique absolument importante pour le continent et manifestement, malheureusement, trop maltraité. La question ne se limite pas à est-ce qu'il faut restructurer ou pas. La question, c'est les conséquences d'une éventuelle restructuration. La question, c'est pourquoi les pays africains sont dans un cycle d'endettement, de désendettement, de retour à l'ajustement structurel permanent et de pauvreté qui se reproduit. Et la question, c'est également comment les finances publiques des pays africains sont gérées pour qu'on puisse découvrir des dettes non cachées de cette manière et pourquoi celles et ceux qui devraient féliciter un gouvernement africain d'avoir fait un effort de transparence se jettent plutôt sur ce gouvernement comme s'ils étaient complices
des gouvernements précédents qui ont procédé à ce maquillage. Ce n'est pas une question politicienne, c'est une question politique et économique de fond.